Grand Carrefour, nouveau numéro, mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Merci de nous choisir encore cet après-midi. Eh bien, ce nouveau numéro de votre émission, l'émission qui plonge sur les sujets liés à l'actualité aussi. L'actualité est brûlante. Vous le savez, du 3 au 9 juillet dernier, le Togo a subi donc une opération de purification suivant l'esprit de la CVJR, Commission Vérité, Justice et Réconciliation, d'ailleurs mise en œuvre par le HCRUN, le Haut Commissariat à la réconciliation, au renforcement de l'unité nationale. C'était bien sûr la 47e recommandation, j'allais dire, qui consistait donc à purifier le Togo avant, bien sûr, tout processus de réconciliation, d'abord entamé par les prêtres traditionnels, poursuivi par la religion musulmane et donc clôturé par les protestants le dimanche dernier. Prière pour la réconciliation du Togo, prière pour la purification du Togo, cérémonie observée sur toute l'étendue du territoire. Mais quel bilan est tiré de ce processus ou alors de cette semaine de purification du Togo? Nous en parlons bien sûr dans cette émission cet après-midi avec nos invités à ce plateau, Madame Claudine Kondjo Ayagno. Madame, bonsoir et merci d'être à ce plateau avec nous. Bonsoir et merci de nous avoir invités. Je rappelle, vous êtes la deuxième rapporteure du HCRUN, au commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale. Merci d'être là. Nous avons également M. Lemou Pilakani, personne ressource de HCRUN. M. Lemou, bonsoir et merci d'être à ce plateau avec nous. Merci, monsieur le journaliste, et merci surtout pour cette fenêtre que vous ouvrez au HCRUN pour que l'institution puisse faire le bilan. Merci bien. C'est nous qui vous remercions. Alors, madame, d'entrée de jeu, est-ce que le Togo a été purifié? Oui, le Togo a été purifié puisque la recommandation a été suivie, les religions la recommandation a cité, et toutes ces religions-là ont fait leur part. Donc, c'est une question de foi. Donc, moi, je dirais que le Togo a été purifié. Le Togo doit être croyant, alors? Les Togolais sont croyants. Les Togolais sont croyants et le Togo, de par sa constitution, croit en un Dieu. Très bien. Merci. Alors, Monsieur Lemou, avant d'entamer le vif de ce sujet et cette même question à vous, est-ce que le Togo a été purifié? Vous répondez? Bien, avant de répondre à votre question, permettez-moi tout d'abord de rendre grâce à Dieu pour son amour inconditionnel pour le peuple togolais et pour la nation togolaise. C'est ça. Parce qu'en tant que citoyen togolais, j'ai vécu les événements de 1990 à 2005. Et je peux affirmer sur ce plateau que n'eût été l'amour de Dieu pour le Togo, nous aurions basculé dans le chaos. Et si le peuple et le pays ont été rachetés par Dieu, c'est au nom de l'amour qu'il a pour notre pays, le Togo. Alors, ça fait plaisir de savoir que vous avez été témoin oculaire des événements violents pour lesquels aujourd'hui nous devons demander pardon, ou alors le Togo doit donc se purifier pour entamer un autre processus de réconciliation. Merci d'être à ce plateau quand même. Alors, est-ce que le Togo a été purifié après cette semaine des cérémonies de purification? Oui, ce qu'il faut dire par rapport à votre question, c'est que ces prières et cérémonies de purification que nous avons vécues du 3 au 9 juillet dernier doivent être considérées comme une sorte de catharsis nationale. C'est-à-dire que le peuple togolais, à un moment donné, s'est rendu compte qu'il faut recourir à Dieu, qu'il faut recourir aux divinités pour demander une purification. Et cette purification doit se vivre à plusieurs étapes. Au niveau individuel, nos cœurs doivent être purifiés. Pourquoi? Parce que avant d'aller commettre un acte regrettable, c'est qu'on a réfléchi, on a pris la décision. Ça veut dire que le cœur même est souillé. Donc, en tant que citoyens togolais, nous devons demander à Dieu de nous pardonner pour ces manquements et de nous purifier. Et ensuite, les actes que nous avons posés en tant que Togolais ont souillé le territoire, la terre de nos aïeux. Il faut demander également à Dieu, lui présenter des excuses, lui demander pardon et solliciter sa magnanimité pour que ce territoire soit privé. Donc disons que lorsqu'on se situe à ces deux niveaux-là,
on peut affirmer que le Togo est purifié, le peuple togolais est purifié, parce que c'est un problème de foi. Alors, selon vous, M. Lemou, le Togo a été donc purifié après cette semaine de purification nationale. Alors, Madame Kondjo, je reviens à vous. Au-delà donc du fait que ces cérémonies de purification font partie intégrante de la 47e recommandation de la CVGA, quel sens propre donnez-vous à cette démarche? La démarche de purification, c'est une démarche de contrition, une demande d'apaisement de soi et d'apaisement avec son environnement. Qui apaise qui? Non, soi-même. C'est-à-dire, on a des conflits intrapersonnels par rapport à ce qu'on a vécu et par rapport à ce dont on a été témoin. Donc, il faut un temps pour s'apaiser soi-même. On s'apaise avec soi, on s'apaise avec son environnement. Donc la cérémonie de purification va aussi dans ce sens. Et purifier, ça veut dire également nettoyer, laver. Et nous savons que l'être humain n'est pas que physique. Nous avons une âme et nous avons une dimension spirituelle. Voilà, donc il y a tout ça qui va avec. Et quand on parle de purification, ça se situe à ce niveau-là. Et on se purifie soi-même. La personne ressource l'a dit, on se purifie. Et on essaie de remettre un lien entre soi et son environnement, tout ce qui nous entoure. Et dans ce cas précis de la purification au Togo, on a parlé d'apaiser les âmes errantes. Et c'est dans le contexte conflictuel du Togo où des gens sont morts violemment. Et les gens qui n'ont peut-être rien à voir avec ce qui se passe politiquement sont morts violemment. Donc ces âmes-là sont toujours en train de hanter les familles, sont en train de hanter, c'est-à-dire la communauté. Il fallait faire quelque chose. Et ceux qui vivent ça, ils comprennent de quoi je parle. Donc il fallait faire quelque chose pour apaiser ces âmes-là qui errent et pour apaiser les individus eux-mêmes, parce qu'à un certain moment, il y a un conflit dans les principes, il y a un conflit dans les croyances. Il faut qu'on s'apaise soi-même et qu'on soit apaisé avec son environnement. Donc c'est dans ce sens-là que la cérémonie de purification a été recommandée par la CVGA. C'est cela. Merci. Alors, Monsieur Lemou, très content de savoir que vous avez vécu ces événements. Et là, nous parlons de 1958 à 2005. Eh bien, une semaine pour purifier, ou alors pour nous purifier des événements violents de plusieurs années. Quel est le sens? Bien, la purification veut dire d'une manière littérale l'action de purifier. En d'autres termes, c'est l'action de débarrasser un corps de ses impuretés, de ses souillures. Alors, lorsque vous lisez le rapport de la CVJR, vous vous rendez compte qu'effectivement, de 1958 à 2005, notre pays a connu des événements regrettables. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand vous remontez dans l'histoire de l'humanité, de l'Antiquité à l'époque contemporaine, en passant par le Moyen-Âge, toutes les sociétés, selon leurs croyances, se sont toujours organisées pour faire recours aux divinités, pour faire recours à Dieu, lorsque ces sociétés-là font face à des événements qui dépassent leur entendement. C'est dans cette situation que notre pays, le Togo, a vécu de 1958 à 2005, tel que relevé dans le rapport de la CVJR. Donc c'était tout à fait normal qu'en bonne créature de Dieu, les Togolais disent qu'à un moment donné, il faut s'arrêter, demander le secours du Créateur, demander le secours des divinités qui sont protectrices de l'espèce humaine au Togo, pour présenter toutes nos excuses et demander que ces divinités et ce Créateur nous pardonnent. Et surtout, qu'ils nous pardonnent et qu'ils nous donnent les forces nécessaires
pour ne plus reculer, pour aller dans un sens qui ne sera plus caractérisé par la division. Donc c'est à cela qu'il faut donner le sens de ces prières et cérémonies de purification. Donc c'est une sorte de pénitence pour demander à Dieu d'avoir pitié de nous. C'est cela. Alors, madame, s'il faut prendre aujourd'hui le HCRUN comme une institution, alors HCRUN n'est qu'une exécutante, voilà, un exécutant d'une des recommandations de la CVJR. C'est cela, hein? Le HCRUN est chargé de mettre en œuvre les 68 recommandations de la CVJR. Bon, par rapport à cette 47e recommandation, de toutes les manières. Oui, c'est une mise en œuvre. Voilà, une mise en œuvre. Oui. Alors, HCRUN a mis en œuvre cette 47e recommandation de la CVJR. Est-ce que c'est parce que cela faisait partie des recommandations que ça a été une exécution? Oui. C'est parce que ça fait partie. Sinon, qu'est-ce que le HCRUN va chercher dans la purification si ce n'est pas une recommandation de la CVJR? C'est une mission du HCRUN. Le HCRUN a été mise en place pour ça, pour la mise en œuvre des recommandations de la CVJR et du programme de réparation des victimes recensé par la CVJR. Voilà. C'est cela. Tu restes à ce niveau, madame. Alors, ces cérémonies se sont déroulées partout, alors sur toute l'étendue du territoire national. Quel bilan pourriez-vous en faire aujourd'hui? Moi, je ferai un bilan positif de la région des Plateaux, dans laquelle j'étais déployée. Vraiment positif. Et c'était très émouvant de voir les populations de l'intérieur du pays, disons de la région des Plateaux, se mobiliser en grand nombre pour prendre part à ces cérémonies. Et tout le monde l'a dit, d'entrée de jeu, avant d'aller faire les cérémonies, on se rencontrait avec les préfets. Le préfet était là, tous les chefs cantons étaient là, donc dans les mots de bienvenue, tout le monde était satisfait de cette recommandation. Et il y a des prêtres et même les pasteurs qui ont répété à plusieurs reprises. Et cette manifestation-là, c'est la première fois qu'on la tient au Togo. Depuis que le Togo a accédé à son indépendance, depuis même la lutte pour l'indépendance jusqu'à ce jour, c'est la première fois que le Togo fait une telle célébration. Donc ils ont demandé que ce soit renouvelé, que ce soit périodique ou perpétué, que ça ne s'arrête pas cette première fois, qu'on puisse le faire. Mais je vous assure que c'était un bilan positif. Atapamé, que les gens ont décrié pendant longtemps, Atapamé est divisé, Atapamé a fait ceci, mais c'était une grande mobilisation à Atapamé. C'était un peuple à Atapamé pour les cérémonies de purification. Voilà. Merci. Alors, monsieur Lemou, cette question, essentiellement à vous maintenant. Est-ce que quelque part vous avez été victime lors de ces violences en 98 à 2005 58 en 2005, excusez-moi. Oui, bien avant d'en arriver là, permettez-moi d'ajouter aussi quelque chose à ce que Madame le premier rapporteur a dit. Oui, naturellement. Vous allez quand même venir sur ce point. Mais d'abord, répondez à cette question, nous allons descendre là-dessus. Oui, allez-y. Alors, est-ce que vous avez été victime quelque part lors de ces violences? Parce que vous en avez vécu, vous aussi. Oui, en réalité, je dis que tous les Togolais sont victimes et présumés auteurs. Pourquoi je le dis? Vous ne répondez pas en tant que personne ressource de HCRUN, oui, mais en tant qu'individu. C'est pourquoi je vais vous expliquer pourquoi je le dis. Vous voyez, lorsqu'il y a un événement regrettable, ce n'est pas seulement celui qui a produit l'acte qui doit être considéré comme auteur. Qu'est-ce que j'ai fait ou bien qu'est-ce que je n'ai pas pu faire pour empêcher que cela se produise? Donc, comme je l'ai dit, les événements de 90 à 2005, je les ai vécus. Mais est-ce que j'ai pu faire quelque chose pour empêcher que ces événements se produisent ou pas? Donc c'est là que chacun doit se considérer comme présumé auteur. Nous avons tous contribué, peut-être en pensée, en action, par action ou par omission. Nous avons tous contribué à ce que nous regrettons aujourd'hui. Et de la même manière, nous en pâtissons tous.
Parce que le retard que ces événements ont apporté dans l'évolution de notre pays, nous en sommes tous victimes. D'accord, merci. Alors, est-ce que c'est la démarche, selon vous, à suivre si on vous prenait aujourd'hui en tant qu'individu ayant vécu ces événements malheureux? Est-ce que c'est ça la démarche réelle à suivre? Laquelle? Les prières et cérémonies de purification? Oui, mais comme je l'ai dit tantôt, toute société qui fait face à des événements qui vont au-delà de l'entendement de l'espèce humaine, toute société qui réfléchit, qui se trouve dans cette situation, la démarche unique, c'est de se référer au Créateur. D'accord. Maintenant, vous, votre bilan de ces 3 jours ou alors de ces journées de purification du Togo? Bien, c'est un bilan, puisque c'est un bilan qui se situe à 2 niveaux. Ça doit être un bilan factuel et un bilan spirituel. Tout à fait. Mais vous me permettez de mettre juste l'accent sur le bilan factuel. Alors, ce qu'on appelle bilan, en quelque sorte, se fait à l'aune des indicateurs. Lorsque vous prenez la recommandation numéro 47, nous avons les indicateurs qui peuvent nous permettre d'évaluer les cérémonies et prières de purification pour en faire le bilan. Le premier indicateur, c'est le H-Crohn. Parce que la recommandation dit qu'il faudrait amener les confessions religieuses à mettre en commun leurs énergies. Qui doit le faire? Qui doit mettre ces confessions religieuses ensemble pour évoluer vers les purifications? Le H-Crohn, c'est le H-Crohn. Et vous verrez que le H-Crohn a travaillé d'arrache-pied pour organiser ce qui s'est passé du 3 au 9 juillet. Donc le premier indicateur, c'est le H-Crohn. Le H-Crohn a joué sa partition. Le deuxième indicateur, c'est les confessions religieuses. Et le H-Crohn a tenu hebdomadairement des réunions avec les responsables de toutes les confessions religieuses officiellement identifiées. Et je peux affirmer ici que ce qui nous a déjà mis la baume au cœur lors des préparatifs, c'est qu'aucune confession religieuse ne s'est désolidarisée de ce principe de purification. Toutes les confessions religieuses... Il y en a qui auraient anticipé peut-être. Voilà. L'Église catholique qui... Ça se trouvait toujours dans les démarches? Oui, le problème c'est qu'en réalité, au niveau de l'Église catholique, il y a ce que nous appelons la Semaine Sainte, qui fait partie des périodes de préparation de la fête de la Pâque. Donc c'est un moment privilégié pour soumettre des initiatives comme celle-ci au Créateur. Donc l'Église catholique avait souhaité profiter de cette Semaine Sainte-là pour anticiper sur les prières. De la même manière, certaines organisations chrétiennes évangéliques, protestantes, ont fait la même chose. Et ça ne contribue qu'à apporter de l'eau au moulin de l'apaisement. Donc, je terminais ma phase de bilan pour dire que les confessions religieuses ont joué leur partition. Parce qu'elles ont pris part aux réunions préparatoires et elles ont également organisé les cultes, les prières et les messes. L'autre élément très important, l'autre indicateur d'évaluation, c'est l'État. La dernière phrase de la recommandation numéro 47 dit que toutes ces prières et cérémonies de purification seront organisées sous la coordination et la responsabilité de l'État. Et à ce niveau, l'État a joué également sa partition. Parce que c'est l'État qui a coordonné tout. C'est l'État qui a travaillé main dans la main avec le H-Crohn pour que tout ce que nous avons vécu sur le territoire national du 3 au 9 juillet dernier puisse se dérouler. Donc à partir de ces éléments-là, je peux affirmer que le bilan est très positif. Bilan positif selon vous, monsieur Lembou. Alors, merci. Madame Pondio, je reviens à vous. Et cette question que vous allez essayer de nous répondre de façon, je ne dirais pas franche, mais pas comme H-Crohn, mais comme une Togolaise ou alors une fille du territoire
togolais. Alors, pourrait-on aujourd'hui avoir la certitude qu'après ces cérémonies de purification, la voie est donc balisée pour une véritable réconciliation? Nous parlons de la réconciliation, c'est de cela il s'agit, entre filles et fils du Togo. Vous savez, la réconciliation, c'est un processus. Un processus très très long, et il y a des facteurs dont il faut tenir compte. Pour le processus de réconciliation, il y a des facteurs dont il faut tenir compte. Il y a également des étapes du processus de réconciliation. Alors, par rapport à la question que vous avez posée, de dire avec certitude que la voie est balisée pour la réconciliation, je m'en vais me poser une autre question. Est-ce que les cœurs sont déjà prêts pour une réconciliation? C'est un processus. Mais comme il y a des étapes. Vous pouvez répondre à cette question? Est-ce que les cœurs sont prêts? Est-ce que votre cœur est prêt? Mon cœur l'est déjà. Est-ce que votre cœur est prêt? Donc, d'après la démarche, est-ce que vous sentez que les cœurs sont prêts? Les cœurs que nous avons rencontrés à l'intérieur du pays sont prêts. Donc, comme il y a beaucoup de contradictions à Lomé, on va en revenir à Lomé pour voir si les cœurs sont prêts. Donc, définitivement balisé, je dis, on est en route. Je dis, nous sommes en route pour cette réconciliation. Et la démarche, la première démarche là, faite, je crois que c'est la clé qui est mise dans la porte. Sur la porte, je dirais. Parce que couper avec les hantises, couper avec les démons de la division, ça fait déjà un pas vers la réconciliation entre les fils et les filles et entre le pays et l'environnement du pays. Et lorsque je parlais des étapes de la réconciliation et que je parlais aussi des choses dont il faut tenir compte, la première chose dont il faut tenir compte également, c'est l'héritage du passé. Donc, et la purification, la rentre dedans. Vous savez, nous avons un lourd héritage. Nous venons avec un héritage sanglant, je vais dire. Depuis que nos grands-parents ou nos aïeux ont commencé cette lutte pour les indépendances du Togo, il y a eu beaucoup de choses. Les Togolais se sont montés contre eux-mêmes pour faire plaisir aux Blancs. Donc, on a tué les gens parce que le Blanc voulait qu'on tue quelqu'un. Les familles se sont déchirées et les familles, certains chefs de famille ont banni leurs enfants juste parce qu'ils appartiennent à un parti politique et l'enfant ou la femme sont partis s'inscrire dans un autre parti politique. Donc, il y a eu beaucoup de passé trop lourd au Togo. Le sang est versé, il y a eu des communions qui sont rompues, il y a eu beaucoup de méchanceté. Donc, c'est notre héritage. Et on le traîne depuis les années 40 ou je ne sais pas quoi, on n'était pas là, mais nos aïeux nous ont raconté, on l'a traîné jusqu'ici. Et on a l'impression que c'est ça qui nous poursuit. Chaque fois au Togo, lorsqu'on veut tourner une page, il y a un démon qui arrive et on retourne à la page, oui, à la première page. Donc ça, il y a quelque chose qu'il faut couper. Et pour nous, cette recommandation de la CVGA qui a été réalisée, c'est un pas. Donc on pourra dire qu'à partir de là, Dieu qui nous a toujours protégés, qui a toujours sauvé le Togo dans des situations, va renforcer sa présence au Togo, dans les cœurs des gens, pour qu'on puisse aller de l'avant. Donc voilà ce que je peux dire. Merci. À vous entendre, on a comme impression que le H-Creun est devenu très croyant, ou alors les Togolais n'est pas croyant, les Togolais sont croyants. Parce qu'il n'est pas... Voilà. Si vous vous promenez les dimanches sur les rues du Togo, je ne sais pas si vous allez voir beaucoup de monde. Les vendredis, midi, à partir de 12h30, quand vous allez au grand marché, vous ne pouvez même plus mettre le pied. Ça, c'est un exemple que je donne. Les dimanches, tout le monde. Et les autres jours, si vous êtes à côté d'un couvent, vous entendez. Ça veut dire que les Togolais sont croyants. Donc, ce n'est pas parce qu'on veut mettre sa foi en action que les uns et les autres vont se déchirer.
On est des croyants, il ne faut pas qu'on se voit la face. On ne peut pas jouer son hypocrisie jusqu'à devant Dieu. Merci. Merci, Mme Ponjo. Alors, Monsieur Lemour, avec ces journées de purification, le processus de la réconciliation a désormais la carte blanche? Oui, mais ce que moi je peux dire par rapport à votre question, c'est que si quelqu'un vous dit, il vous promet qu'il va arriver un jour où on va mettre au bord des rues le Togo est réconcilié, la personne c'est menteur. Parce que la réconciliation, comme l'a dit Madame le deuxième rapporteur, la réconciliation c'est un processus. Ça ne se décrète pas. Donc comme tout processus, la réconciliation, le processus de réconciliation est marqué par des phases et des étapes. La phase que nous, au HCRU, nous considérons comme une fondation, c'est le recours au Créateur. Que ce soit dans le Coran, au niveau de la Bible, dans les couvents, on nous enseigne que pour réussir tout projet, il faut confier cela à votre Dieu. C'est dans cette dynamique que le HCRU s'est inscrit. Et à partir du moment où cette fondation est faite, du 3 au 9 juillet 2017, en tout cas au HCRU, nous sommes convaincus et nous sommes rassurés. Et nous rassurons tous les Togolais que le processus de réconciliation nationale est en marche au Togo. Parce que c'est des paliers qu'il faut franchir. Un palier vient d'être franchi. Les autres qui sont devant, par la grâce de Dieu, ces paliers-là seront l'un après l'autre franchis. Et le processus continuera par évoluer. Merci. Alors, Madame Ponjo, partagez cette anecdote avec moi. Une faute avouée est à moitié pardonnée, comme on l'a dit. Alors, d'aucuns Togolais soutiennent aujourd'hui qu'il faut des excuses publiques de la part de ceux qu'ils appellent des bourreaux avant cette étape de purification. Alors, au HCRU, ne trouvez-vous pas qu'il est beaucoup plus important qu'il y ait des excuses, qu'on avoue et qu'on pardonne et qu'on s'apaise au lieu d'aller solliciter peut-être l'intervention du grand créateur, celui vers qui il faut aller après avoir tout arrangé entre nous d'abord? Ne trouvez-vous pas que c'est important, peut-être qu'entre Togolais, qu'il y ait cette excuse publique ou alors cet arrangement public, ce pardon mutuel d'abord, avant d'invoquer le grand créateur, comme vous le dites? Vous savez, le processus de réconciliation, même quand on parle de pardon, c'est des perceptions différentes. Chacun a sa perception du processus et sa perception de la démarche. Et il s'est fait que c'est au HCRU qu'on a confié la mise en œuvre de cette recommandation. Et le HCRU évolue par rapport au contexte du moment. Les excuses publiques, c'est inscrit dans les recommandations. Et ça va venir. C'est une étape qui va venir. Et c'est une étape qui ne peut pas être aussi conditionnée à notre vie de tous les jours. À la vie continue. Les étapes vont venir. Je dis ça parce que au niveau du HCRU, il y aura une autre étape pour des excuses publiques. Il y aura. De toute façon, le chef de l'État a commencé. À la remise du rapport de la CVGR, il a présenté ses excuses à la nation et aux victimes, au nom de l'institution qu'il incarne. Donc, il a fait sa part. Et maintenant, dans les autres démarches, il y a les chefs des partis politiques, les chefs des religions, des formations religieuses et les leaders d'opinion. Et ici, nous parlons de présumés auteurs. Hein? Oui, j'en viens. Les présumés auteurs. Monsieur Lemour a dit tout à l'heure qu'on peut considérer quelqu'un comme présumé auteur, puis aussi une personne qui n'a pas empêché l'acte. Vous savez, le Togo a vécu une histoire où, il y a un certain moment, on s'est tellement détesté qu'on était capable de montrer la maison de quelqu'un qu'on pense être présumé auteur pour que les gens aillent brûler. On est passé par cette étape. On a montré. Donc, qui est victime, qui est présumé auteur, qui doit présenter les excuses à qui? C'est tout le monde.
finalement, c'est tout le monde. Les auteurs qui ont été identifiés par les victimes les connaissent. Et si les victimes n'ont pas suspendu leur vie à la vie de cet auteur, c'est-à-dire que la vie continue. Et aujourd'hui, si nous voulons... Justement, je veux parler de ces auteurs identifiés par les victimes, selon le rapport de la CVJR. Oui. Mais c'est une étape qui va venir. Si vous ne préparez pas quelqu'un à présenter les excuses, si vous le forcez à le faire, il va le faire du bout des lèvres, mais quand il repart, vous ne savez pas ce qu'il va faire d'autre. Donc c'est une démarche. Et le contexte compte beaucoup dans cette démarche. Donc nous commençons par le Dieu créateur, nous commençons par purifier le sol togolais de tout le sang qu'il a bu. Donc on commence par ça. Et après, les cœurs seront préparés. Les cœurs vont s'amêler pour que les excuses soient faites. Aujourd'hui, si on dit venez présenter les excuses, qui va venir? Qui est prêt? Si on dit par exemple, on va présenter les excuses parce que les présumés auteurs se trouvent partout, hein? Ça, je vous le dis, partout, même au sein des familles, dans la société civile, les leaders religieux, les leaders d'opinion, les partis politiques, les présumés auteurs se trouvent à tous ces niveaux. Et est-ce que le contexte s'y prête vraiment pour ça, pour cet exercice-là, de la base de la cellule familiale jusqu'à un certain niveau de l'État? Est-ce que tout le monde est prêt? Donc, avançons étape par étape. Et nous ne conditionnons pas la marche du Togo ou la vie des victimes à cette étape-là, au Ashkroun. Et je crois que tout le monde doit se rendre compte de ça. On ne peut pas conditionner les excuses des présumés auteurs. Ça contribue, hein, mais on ne peut pas conditionner cela. Étape par étape, on va y arriver. Merci. Alors, Monsieur Lemou, l'étape de purification a été une étape parmi tant d'autres, les étapes que le Ashkroun aura à suivre dans les jours à venir. Mais vous, essentiellement, ne serait-ce pas bon, pensant comme certains Togolais, qu'il y ait des excuses publiques venant de la part, je ne parlerai plus de présumés auteurs, mais des auteurs identifiés lors des auditions de la CVJR, parce que le Ashkroun ne suit que les recommandations, ou alors cette recommandation de la CVJR, que ces auteurs fassent des excuses publiques du fond de leur cœur, afin de permettre une véritable réconciliation. Monsieur Lemou. Oui, j'ai beaucoup aimé, j'ai aimé tout le développement que vous venez de faire, mais un élément de ce développement a beaucoup plus retenu mon attention. Vous avez bien précisé que le Ashkroun ne met en œuvre que les recommandations de la CVJR. Lorsque vous allez parcourir le rapport de la CVJR, vous ne verrez pas dans la base de données les noms des présumés auteurs. Il y a les noms des victimes avec lesquels le Ashkroun est appelé à travailler. Mais nulle part, il n'est inscrit la liste des présumés auteurs. Et pourquoi cela? C'est parce que le travail se fait dans un contexte de ce que nous appelons la justice transitionnelle. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la justice transitionnelle est en réalité une boîte à outils. Une boîte à outils parce que vous prenez dans cette boîte l'outil qui s'adapte aux besoins du moment. Vous verrez, on a 68 recommandations. Numérotées de la recommandation numéro 1 à la recommandation numéro 108. Mais ça ne veut pas dire que c'est dans cet ordre hiérarchique qu'il faut les mettre en œuvre. Les recommandations sont mises en œuvre en fonction de leur contenu par rapport à l'urgence du moment. Est-ce que vous voyez? Donc, à partir de ce moment-là, comme l'a dit madame le deuxième rapporteur, toute recommandation doit être mise en œuvre à son temps. Le chef de l'État, en 2012, lors de la réception du rapport de la CVJR, a présenté les excuses
public au nom de la nation. Mais pas parce que le chef de l'État, en le faisant, ça ne veut pas dire que le chef de l'État se présente en auteur. Mais tout simplement parce que le chef de l'État, c'est comme le père de la famille. Quand les enfants se bagarraient, qu'est-ce que le chef de la famille a pu faire pour empêcher ça? Peut-être qu'il n'était pas sur place, il était en déplacement. Peut-être que son attention n'était pas attirée, ainsi de suite. Donc c'est au nom de cette responsabilité symbolique, au nom de l'État, que le chef de l'État a présenté les excuses publiques en 2012 lors de la réception du rapport de la CVJR. Mais si c'est les excuses de ceux que vous pensez comme auteurs identifiés par les victimes, moi je vais vous dire que j'avais assisté à des dépositions dans une préfecture. Une victime, dans sa déclaration, a indexé un compatriote comme présumé auteur. Lui, il a dit que c'est l'auteur de tout ce qu'elle vit. Mais lorsque la parole a été donnée à cette personne indexée, dans ses déclarations, elle s'est présentée plus victime que la victime qu'on avait écoutée. Est-ce que vous voyez? Or, pendant ce temps, il y a des compatriotes qui sont en train de traîner des balles dans le corps. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut parer au plus pressant. Et après, cette étape-là viendra. Comme on le dit dans un village, lorsqu'il y a l'épervier dans la basse-cour, si vous vous mettez à donner des conseils aux poussins et à la poule, l'épervier prendra tous les poussins. Donc, il faut chasser l'épervier d'abord et après, on donnera des conseils à la poule et aux poussins. Merci. Alors, je suis toujours avec vous, monsieur Elémou. Alors, d'après tout ce processus de purification, est-ce que vous avez l'impression que ça a reçu effectivement l'adhésion de tous les Togolais? Oui, mais comme je l'avais dit lors du bilan. Il n'y a pas eu un baromètre pour... Oui, mais on peut quand même, si on est honnête, on peut quand même se fabriquer un baromètre dans le cœur et dans les yeux. Alors ça veut dire quoi? Je l'ai dit au début. Toutes les parties prenantes, conformément à la recommandation numéro 47, se sont impliquées pour que ces cérémonies et prières puissent se dérouler. Or, derrière chacune de ces entités, chacune de ces parties prenantes, se trouve chaque Togolais. Si vous et moi, si vous n'êtes pas derrière les religions traditionnelles, vous devez être derrière ceux qui croient en Jésus. Et si vous n'êtes ni d'un côté ni de l'autre, ma foi, vous devez être musulman. Et c'est les représentants de toutes ces confessions religieuses-là qui ont adhéré. Ça veut dire automatiquement que tous les fidèles qu'ils drainent, ont adhéré vraiment à la chose. Peut-être vous allez me dire que dans certaines localités, on n'a pas vu un bain de foule. En réalité, ce qui a été fait et filmé, c'est l'aspect physique, l'aspect factuel. Le grand travail a été fait spirituellement. Lorsque nous prenons les religions traditionnelles, les prêtres traditionnels ont mis beaucoup de semaines pour consulter les oracles. Les oracles leur ont dit ce qu'il fallait faire. Donc tout ce temps-là n'est pas exposé au public. Et au-delà des prières musulmanes que nous avons observées dans les mosquées, les imams ont organisé de longues périodes de pénitence sur le Coran que nous, on n'a pas vu. Les prêtres de l'église catholique, de l'église protestante, les pasteurs, ils ont officié des messes, des cultes, mais au-delà de ça, ce qu'ils ont fait en communion avec le Seigneur, ce n'est pas
ouvert au public. Donc à partir de tous ces éléments-là, je me dis que le Togolais se trouvant dans l'une ou l'autre des confessions religieuses qui se sont engagés corps et âme pour que cette semaine-là puisse être vécue dans la pénitence, je dis que vraiment tout le monde a adhéré. Parce que je terminerai en disant qu'en réalité, lorsque vous allez à la chasse, ce n'est pas tout le monde qui tient le bâton pour taper. Il y en a qui ne soulèvent pas le bâton, mais ils tapent les arbustes pour que le gibier sorte. Leur bâton, on ne voit pas. Est-ce qu'on va dire qu'ils ne sont pas allés à la chasse? Voilà la question. Ça, c'est à la chasse. Bien. Merci. Ici, nous ne sommes pas à la chasse. Nous sommes sur un terrain d'adhésion et sur une dimension spirituelle. Alors, Madame Kpondjo, les Togolais ont véritablement adhéré à ce processus, hein, selon vous? Oui, selon moi, ce que j'ai vu, en tout cas ce que j'ai vu dans les plateaux, ce que j'ai vécu, les Togolais, en tout cas la majorité, a adhéré à ce processus. On dit toujours que il vous sera fait selon votre foi. Donc ceux qui ont vu, ceux qui ont cru, il leur sera donné selon leur foi. Et ceux qui n'ont pas cru, il leur sera également donné selon leur foi. J'ai comme l'impression que le Togo nouveau auquel nous aspirons sera donc construit sur la foi. On ne peut rien faire sans la foi. Que ce soit la foi chrétienne, que ce soit la foi traditionnelle, que ce soit la foi musulmane, même une foi scientifique. On ne peut rien faire sans la foi. Oui, nous sommes ici dans cette émission parce que nous avons foi à la caméra, nous avons foi à l'électricité. Ben, c'est ça, nous avons foi à notre journaliste qui nous pose des questions. C'est ça aussi. Il y a toutes les dimensions là-dedans. Merci, merci bien. Alors, cette semaine de purification, vous l'avez compris, c'était des rituels, des prières organisées entre trois grandes confessions religieuses, notamment les cultes protestants, les messes catholiques, les prières musulmanes et aussi cultes traditionnels. Est-ce qu'entre-temps, il n'y aura pas de conflit en la matière, parlant des religions, devant donc mettre en déroute l'objectif qu'on vise en organisant cette semaine de purification? Conflit, je ne comprends pas. Vous pouvez... Qui est des désintéressements par rapport à la chose, d'aucuns qui ont d'autres appréhensions de ce processus et d'autres non. Et pourtant, ils sont tous allés à la prière parce qu'il fallait y aller. Non, pas parce qu'il fallait y aller, mais parce qu'on croit à la chose. Je ne vois pas de conflit dans tout ce qu'on fait ou dans les prières. C'est pas parce que moi j'ai prié chez moi et que le musulman a prié chez lui, le traditionnel a prié chez lui je ne veux pas le conflit. Où va se trouver le conflit? Chacun, selon sa foi, a adressé sa prière à Dieu. À moins que je n'ai pas compris votre question. Vous pensez qu'il y en a d'autres qui sont laissés sans être impliqués? C'est ce que vous voulez dire? Tout à fait. Ah, tout bon. Vous savez, lorsqu'on parle d'obédience reconnue par l'État, il y a les musulmans, même s'il y a des scissions, il y a des chiites, il y a des je ne sais pas quoi, c'est le bloc musulman. Et lorsqu'on prend l'église catholique, c'est le bloc catholique. On prend l'église protestante, c'est toutes les églises protestantes, c'est-à-dire méthodistes, presbytériens, les ministères, tout ce qui relève du culte protestant. Voilà. Et lorsqu'on prend la religion traditionnelle, eux aussi, il y a les prêtres traditionnels, il y a les chefs traditionnels, mais eux tous, ils s'entendent. Donc, je suis pas toujours. Bon, même pas toujours, mais sur des sujets, ils arrivent à se mettre d'accord sur quelque chose. Et puis, chacun repart dans sa spécificité. Donc, même pour cette étape-là, je ne pense pas qu'il y ait eu conflit, parce que nous avons eu beaucoup de rencontres de toutes les obédiences, presque toutes les obédiences, les fédérations, donc tout le monde avait adhéré à ça. Même les chrétiens ont adhéré aussi à ça, parce que il fallait marquer un arrêt pour
toutes ces mains noires qui semblent guider le Togo, mettre un arrêt pour prier pour ça et pour couper tous ces liens-là, pour qu'on avance. Donc, oui, Monsieur Lemou, vous avez quelque chose à dire sur la question? Si j'ai quelque chose à ajouter, c'est juste pour préciser que, vous voyez, les confessions religieuses au Togo sont organisées. Les catholiques sont organisés au sein de ce que nous appelons la conférence épiscopale du Togo. Les protestants, toutes tendances confondues, sont organisés au sein de ce que nous appelons le Conseil chrétien. Les musulmans sont organisés au niveau de ce que nous appelons l'Union musulmane du Togo. Lorsque vous allez au niveau de la religion traditionnelle, il y a plusieurs organisations de prêtres, prêtresses, ainsi de suite. Mais ils sont regroupés sous l'autorité des chefs traditionnels. C'est comme ça que les confessions religieuses ont été conviées aux différentes rencontres d'organisation au siège du HCRO. Et ils n'ont pas exprimé un désaccord en leur sein. Mais toutefois, vous êtes journaliste, peut-être que vous avez constaté certaines choses sur le terrain, c'est pourquoi vous le dites, que certains auraient dit qu'ils n'ont pas été pris en compte, ainsi de suite. Mais je voudrais préciser ceci. En ce qui concerne un travail spirituel, ce qui est important, c'est d'adhérer. La spiritualité, en réalité, est unique. Ce n'est pas parce que peut-être on ne vous a pas nommément invité à organiser une prière que dans vos prêches ou bien dans vos pratiques, vous n'allez pas demander à Dieu d'avoir son regard miséricordieux sur le peuple togolais. Non. J'appuie ce développement par cet exemple. Lorsque la commission Vérité, Justice et Réconciliation s'était engagée tout au long de son processus, pas plus de la moitié des Togolais avaient foi en ce qui se faisait. Mais lorsque le travail est fini, à partir de 2012, le rapport a été rendu public, les gens l'ont lu. C'est à partir de ce moment-là que les Togolais, dans leur grande majorité, ont commencé par dire que, en réalité, c'était un grand travail que la CVJR, l'équipe conduite par le prélat, Monseigneur Nicodème Bariga Bénissant, à qui je rends hommage pour ce grand travail avec son équipe, eh bien c'est après la lecture là que les gens se sont ravisés pour dire que c'était une chance extrême que le prélat donnait au Togo de sortir de la Bible. Et de la même manière, peut-être qu'actuellement des gens n'ont pas encore compris ce qui est en train d'être fait ou bien ce qui a fini le 9 dernier. Mais chemin faisant, il y en a beaucoup qui veulent être des Saint Thomas. Quand les grâces commenceront par tomber sur le Togo, et elles ont même d'ailleurs déjà commencé, quand ils verront les grâces qui ne tarderont. Tangible de grâces tombées après cette semaine de purification? Les grâces sont en cours. Elles sont déjà en train de tomber. Donc peut-être des gens attendent des éléments concrets avant de se décider d'adhérer au processus. Mais quels qu'en soient les cas, il faut qu'on retienne qu'en Togolais que même si c'est un seul qui est convaincu et il prie, il ne prie pas pour lui seul, il prie pour tous les Togolais et il fait des libations, des cérémonies pour tous les Togolais et pour tout le Togo. Merci, Monsieur Lemou. Oui, je pourrais étendre son idée en disant que je vous disais que j'étais dans le plateau et après les cérémonies, moi j'ai rencontré des gens qui m'ont dit ouf, je pourrais dormir tranquille. Je crois que je vais dormir tranquille. Mes nuits étaient peuplées de cauchemars. Je voyais mes parents qui étaient morts violemment. Mais à partir de maintenant, je sens déjà que je suis apaisée. Je me suis retrouvée avec moi-même. Les gens l'ont dit. C'est pourquoi je disais au début que ceux qui n'ont pas vécu la chose ne peuvent pas comprendre la portée de ce qu'on a fait. Les gens vivent des choses, des cauchemars, ils ne dorment plus. Mais maintenant, ils se disent qu'ils sont apaisés.
ils sentent qu'ils sont apaisés, ils se sont retrouvés avec eux-mêmes, ils vont dormir en paix maintenant. Ça aussi, c'est quelque chose. Ça aussi, c'est quelque chose. C'est une grâce. Et c'est une question de foi. Je reviens toujours là-dessus. C'est une question de foi. Merci, Mme Ponjo. Alors, il existe 5 formes de réparation suivant les standards internationaux, parmi lesquels les garanties de non-répétition. Alors là, nous sommes dans le contexte des violences de 58 en 2005. Alors, peut-on nous assurer aujourd'hui qu'après cette étape de réconciliation, le Togo ne fera plus face à des moments de violence politique, c'est bien ciblé, de violence politique, pouvant encore amener à une autre semaine de purification? Et combien de semaines de purification, on ne saura le dire? Non, le problème ne doit pas être posé en ces termes. Quand vous parlez d'étape de réconciliation, j'avais déjà commencé à dire est-ce que nous sommes déjà prêts? On a mis les clés sur les portes. Mais est-ce qu'on a déjà enclenché? On a déjà ouvert les portes. Donc, c'est l'étape de purification du Togo. Mais dire que ça va mettre définitivement fin aux violences... La non-répétition. La non-répétition, je me pose des questions. Le Togo a 57 ans en ce moment. Mais quand vous voyez les pays qui ont plus de 200 ans, la France, que c'est notre référence, on ne peut pas dire qu'on a, avec les étapes de la loi française et tout ça, qu'on n'a pas de violation des droits de l'homme en France. Les États-Unis, qui ont plus de 200 ans aussi. Mais, si on voit les images en matière de violation des droits de l'homme aux États-Unis, vous êtes complètement effarés. Donc, on ne peut pas dire que ça va s'arrêter, mais il y a des mesures qui se prennent. Au Togo, actuellement, il y a des mesures qui se prennent pour que l'impunité n'ait plus cours au Togo. Les violences, vous ne pouvez pas maîtriser quelqu'un qui veut taper sur l'autre. Mais s'il tape sur l'autre, il faut qu'il réponde. Donc, c'est les mesures qu'on est en train de prendre maintenant au Togo pour que chacun réponde de son acte. Mais dire que définitivement, je ne sais pas, ça va être vraiment dans l'utopie ou dans un rêve pour que quelqu'un ne violente pas l'autre. Depuis, le Christ est venu, ça fait plus de 2000 ans, apporter l'amour et la paix. Mais nous voilà, après 2000 ans. Donc, ce n'est pas après 57 ans qu'on va dire qu'on ne va pas arrêter. Mais il y a des mesures qui se prennent pour que l'autre, quelqu'un qui viole les droits de l'autre, réponde devant une juridiction. D'accord. Voilà. Oui, monsieur Lebon, ce sera trop prétentieux de dire aujourd'hui qu'il n'y aura plus de violence qui devra donc nous conduire par après à des cérémonies de purification. Ce sera trop prétentieux? Ouais, mais s'il faut la purifier, ça veut dire que l'humanité disparaît. Parce qu'un proverbe sénifaux en Côte d'Ivoire dit que viens qu'on vive ensemble est égal à viens qu'on fasse palabre. Et chez les Bambara, on dit un conflit est pour la cohabitation ce que la sauce est pour un bon plat. Pour dire que l'existence des conflits... Ça dépend des conflits dont on parle. Oui, j'en viens. L'existence des conflits, c'est-à-dire qu'il faut que tout le monde le sache. L'existence d'un conflit entre les hommes n'est pas un événement. Tant que les hommes vivent, ils doivent exister des incompréhensions. Forcément, oui. Voilà. Mais c'est la manière de faire face à ces conflits qui met en évidence l'importance de l'être humain. Ici, nous parlons beaucoup plus d'écoulement du sang. J'en viens. Ça commence à petits coups jusqu'à arriver à un stade, parce que le conflit est évolutif. C'est quand peut-être il n'a pas pu être étouffé dans l'œuf, il a fait l'objet de négligence, qu'il grandit et finalement il devient quelque chose qu'on n'arrive pas à maîtriser. Mais je suis convaincu d'une chose. À partir du moment où Dieu a communiqué le même message au même moment à tous les acteurs politiques en 2006, pour qu'ils comprennent unanimement qu'il faut signer un accord, l'APG le 20 août 2006. Parce que imaginez, c'est un miracle de Dieu. Des gens qui sont des acteurs politiques qui se sont déchirés pendant des décennies. Spontanément, ils se sont
engagé à signer un accord pour dire qu'il ne faut plus que cela se répète encore au Togo. Ça, je considère ça comme un miracle togolais. Alors, à partir de cet instant-là, ça veut dire que les Togolais sont capables de surmonter tout conflit éventuel qui surviendrait encore au Togo. Alors, est-ce que ce que nous sommes en train de faire mettra définitivement fin à cela? Que chacun s'interroge. Que chacun s'interroge. Que chacun se dise, chaque Togolais, ça c'est, je le dis en tant que citoyen togolais, que chaque Togolais se dise intérieurement que il faut que je sois désormais éveillé d'une manière ou d'une autre pour œuvrer à ce que cela ne se reproduise plus. Que je sois prêt, en cas d'incompréhension entre X ou Y, que je sois prêt à contribuer à ce que l'apaisement revienne. C'est lorsque nous allons nous engager, lorsque cela va devenir une culture pour nous tous Togolais, que nous pourrons apprécier effectivement la marche positive du processus de réconciliation. Donc c'est pour vous dire que les incompréhensions entre Togolais, il y en aura. La capacité pour les Togolais de surmonter ces incompréhensions éventuelles, c'est ce à quoi j'invite tous nos compatriotes. Merci, M. Lemou. Alors, Mme Ponjo, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission, mais quelle va être la prochaine étape du HCRUN? Pour le HCRUN, la prochaine étape, c'est l'étape d'indemnisation des victimes recensées par la CVJR. Donc, nous avons 22 415 victimes recensées et il y a un programme de réparation élaboré par la CVJR qui prend en compte les victimes qui rentrent dans le mandat de la CVJR. Donc ce programme-là va être déroulé incessamment. Donc c'est la prochaine étape. Merci. Alors, M. Lemou, nous sommes arrivés à la fin de cet échange. Un mot pour la fin maintenant. Et là, vous allez vous adresser aux Togolais. Bien. Pendant cette période, cette semaine de purification du 3 au 9 juillet dernier, j'ai été déployé par le HCRUN dans la préfecture de Yoto à Tablibo. Les traditionalistes ont fait leur cérémonie avec des messages. Les musulmans ont prié avec leurs messages. Les protestants l'ont également fait avec leurs messages. Et l'Église catholique, au niveau de Tablibo, a également officié une messe avec un message. La synthèse de tous ces messages m'a permis de retenir cette leçon que je voudrais partager avec tous mes compatriotes. Il s'agit pour nous, Togolais, de nous engager résolument dans la voie du dialogue. Quelle que soit l'incompréhension qui apparaît, considérons-nous comme les souris de la même maison, qui ne devons pas nous mordre jusqu'aux os, mais il faut qu'on se retrouve pour discuter. Sous la puissance de Dieu, des manes de nos ancêtres, nous allons trouver un terrain d'entente pour un avenir radieux de notre pays et j'allais dire, pour nous permettre, n'est-ce pas, de réserver un Togo beaucoup plus merveilleux pour nos enfants demain. Parce que n'oublions pas que, en cherchant nos intérêts, en cherchant les solutions à nos besoins, ce serait méchant de notre part d'oublier, de penser à ce que nos enfants feront demain pour trouver solution à leurs problèmes. Merci, Monsieur Lemou Pilakani. Je rappelle, vous êtes une personne ressource de HCRUN, le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale. Merci d'avoir partagé ce temps avec nous. Merci beaucoup et merci aux téléspectateurs. Madame Claudine Ponjo Ayagnon, Oui. Nous sommes arrivés à la fin de cet échange. Un mot pour la fin. Mon mot de fin, c'est d'appeler les citoyens togolais à la patience.
a beaucoup de patience parce que le Togo est malade de beaucoup de choses et chacun à son niveau essaie d'apporter les médicaments. Mais il ne faut pas également que dans l'administration des médicaments qu'on mélange les doses. Il y a beaucoup de choses qu'on doit faire, mais chaque chose en son temps et chaque chose selon le médecin qui traite. Donc beaucoup de patience et beaucoup de compréhension. Il faut comprendre ce qui se passe et il faut dépassionner les débats. Donc il faut savoir qu'au Togo, il y a plusieurs champs. Il y a le champ politique, il y a le champ religieux et il y a le champ social. Donc que chacun reste dans son champ et atteigne son objectif. C'est quand nous voulons rentrer dans le champ de l'autre qu'il y a des méprises, des mauvaises compréhensions et parfois on fait capoter beaucoup de choses. Donc beaucoup de patience et beaucoup de compréhension mutuelle. La route est très très longue. Mais si nous allons calmement, nous allons arriver plus tôt. Merci, Madame Claudine Ponjo-Ariagnon. Vous êtes le deuxième rapporteur du ASCRUN au commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale. Merci d'avoir aussi partagé ce temps avec nous. C'est nous qui vous remercions. Nous remercions la RTDS pour cette opportunité. Merci. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Merci d'avoir été des nôtres jusqu'à ce moment. Eh bien, le prochain rendez-vous, c'est encore mercredi prochain, samedi prochain, à la même heure, sur cette même chaîne. À très bientôt.